L'avenir du tennis. Lors d'un colloque sport et jeux vidéo, je me suis demandé si nous allions vers une fédération française de tennis virtuel. Depuis 1938, pour Huizinga, nous ne sommes plus Homo sapiens, mais Homo ludens. Sommes nous-mêmes Homo informaticus. Depuis le début des années 80, le jeu a complètement changé de forme. Il est devenu électronique. L'homme appuie sur des boutons et observe le résultat de ces mini-actions motrices sur un écran de télévision. Le joueur se trouve immergé dans le jeu. Évidemment, depuis Pong, il y a eu de nombreuses évolutions et le jeu suit les évolutions de l'électronique, de l'informatique, comme je le montre ici. Plusieurs questions se posent alors. Dans ces jeux, quelle place auront la motricité et l'habilité? L'espace et la pratique de jeu peuvent-ils se rapprocher de la réalité? Allons-nous rester sur un même modèle de jeu? Un spectacle e-sportif peut-il être créé et y aurait-il un intérêt à sa médiatisation? Si une véritable immersion est possible et de nouveaux modes de jeunesse, la FFT s'accaparera-t-elle de cette nouvelle manne financière? Institutionnalisera-t-elle cette pratique? L'e-sport va-t-il faire jeu égal avec la réalité? Donc pour répondre à ces questions, je vais observer ce qu'il se passe dans d'autres e-sports et je vais consulter la littérature scientifique pour voir ce qui se fait de nouveau. Le jeu vidéo de tennis a aujourd'hui une jouabilité limitée. L'activité motrice est également très limitée. C'est tout de même un sport, une pertinence motrice, des compétitions, une réglementation et une institutionnalisation. Mais ce jeu de tennis devant l'écran, ce n'est pas l'original. Au même titre que d'être sur un vélo de spinning avec un écran en face de soi, avec un ventilateur, tout ce que vous voulez, on ne sera jamais dans les conditions réelles d'un cycliste en montagne. Avec cette chaleur, cette souffrance, se dire tiens, quand est-ce que c'est terminé? Si je veux descendre de vélo quand je suis en pleine montagne à 80 km de chez moi, me mettre dans mon canapé avec un jus de fruits, mais je ne peux pas. Alors que sur mon vélo de spinning, je peux. Il n'y aura pas non plus cette beauté des paysages. Dans Call of Duty, c'est encore plus flagrant. Vous n'avez pas ce stress psychologique, cette inquiétude de la mort. Rien à voir avec le débarquement réel. Vous avez les bruits, vous avez les cris, vous avez l'image, d'accord, mais pas le stress. Avec les jeux vidéo actuels de tennis, effectivement, vous pouvez jouer en étant connecté avec différentes formes d'avatars, différentes formes de terrain, etc., plus ou moins réels. Ou des choses très réalistes, comme ici, on pourrait se croire sur un véritable court. Je peux avoir une raquette connectée, je peux mettre un casque de réalité virtuelle, je peux également jouer chez moi, dans l'espace, dans mon salon. Hein. Mais vous avez également les jeux vidéo de football, de voitures, FIFA, Formule 1, etc. Bon. Il y a des véritables compétitions à l'heure actuelle avec des championnats du monde dans des salles remplies. Vous avez, comme à Las Vegas, des endroits où les gens à plusieurs peuvent venir faire des courses automobiles comme sur un véritable circuit, comme ici. L'évolution des technologies va avoir une action sur la praxéologie motrice du tennis. Le tennis est un sport qui se joue seul ou avec partenaire, comme en double, contre un ou plusieurs adversaires, dans un milieu certain. La seule différence avec les tennis est que pour ce dernier, l'adversaire est indirect. C'est un avatar d'un autre joueur ou l'ordinateur lui-même. Déjà aujourd'hui, la technologie permet de modifier en profondeur les concepts actuels du jeu vidéo. Les 5 sens du joueur vont donc être pris en compte. À cela, nous pouvons rajouter 4 autres sens qui sont un peu moins connus, c'est-à-dire la proprioception, la capacité de se localiser dans l'espace, l'équilibroception, la capacité d'être en équilibre, qui est en rapport avec cette proprioception, la nociception, c'est-à-dire la perception de la douleur, et la thermoception, perception de la température. Premièrement, le déplacement du joueur peut être parfaitement simulé via une sorte de tapis de course permettant les déplacements dans toutes les dimensions et les transmettant en direct à l'avatar.
Des capteurs et des caméras peuvent également saisir le moindre mouvement des bras, jambes, tête et divers accessoires comme des armes ou des raquettes. En intégrant un casque de réalité virtuelle, l'immersion est totale. Déjà maintenant, en tout cas dans un futur très proche, tous les sens pourront être pris en compte. Simplement, déjà avec le casque, vous remuez la tête à 360 degrés avec des temps de latence très faibles qui diminuent de plus en plus. Vous pouvez regarder le ciel, regarder le sol. Vous avez également des patchs qui sont implantés dans des zones de la tête et qui stimulent le vestibule de l'oreille interne pour ressentir en correspondance les déséquilibres de l'avatar. L'holographie en réalité virtuelle associée à la réalité augmentée offrirait une multitude de possibilités dans les jeux. Même sur un vrai terrain de tennis, un joueur sous forme d'hologramme ou en réalité augmentée pourrait apparaître et des fausses balles de tennis envoyées par ce joueur seraient créées par la réalité augmentée. Des bracelets portés aux bras et aux jambes peuvent capter les mouvements ou les faire ressentir par électrosimulation des muscles. Des gants du même style captent le mouvement pour le retranscrire à l'écran. Dans le même ordre d'idée, les combinaisons intégrales sont développées. Les possibilités sont là, aussi multiples. Dans la simulation des chocs et la douleur, des tremblements, des caresses, du froid ou du chaud, cette combinaison transmettra par exemple également des ordres à un avatar. Le son peut aussi nous baigner dans la réalité. Des casques au prix abordable nous plongent déjà dans du 7 points. L'odeur ou même le goût sont aussi simulés via des associations de différents parfums. Le goût pourrait même être introduit via le même système olfactif. Tout est donc possible pour faire ressentir au joueur le milieu dans lequel il évolue et reproduire les actions du joueur sur ce milieu. Il faut faciliter l'interaction entre l'individu et le milieu virtuel. La miniaturisation va jouer un rôle essentiel. Des oreillettes traductrices par exemple, des lentilles à réalité augmentée, c'est-à-dire sur le paysage que vous regardez, des informations vont être rajoutées. Ça peut être un autre joueur, ça peut être une balle. Avant d'atteindre cette réalité virtuelle totale, où l'on se sentirait baigné dans le milieu, il y a tout un tas de limites à dépasser. Lorsque cette barrière technologique sera dépassée, le joueur évoluera dans un milieu semblable au milieu réel, avec des dépenses énergétiques équivalentes, des sensations équivalentes. Le confort sera le même que celui de la pratique. On peut dire que l'action motrice du tennis sera égale à l'action motrice du tennis. Alors évidemment, le e-tennis idéal, il faudrait un terrain complètement connecté, peut-être un avatar sous forme d'hologramme apparaissant sur le terrain. Des éléments préfigurant ce jeu idéal arrivent déjà, à travers des raquettes entièrement connectées, où l'impact des balles ou l'angle de la raquette peut être visualisé sur écran. Mais comme également le nombre de coups droits, le nombre de lifts, etc. À travers des bracelets géolocalisés avec des gyroscopes à l'intérieur qui indiquent la frappe du joueur, le mouvement total, et vous, comme par exemple ici le service, évidemment, ce sont des éléments qui peuvent servir au coaching. Ainsi, en 2014, une société suisse a conçu un cours qui peut sentir et comprendre tous les événements qui s'y produisent, les impacts de pieds et de balles au travers de ce sol connecté. Technics propose un jeu augmenté grâce à un revêtement tactile et une couche de capteurs directement intégrée sur le terrain de tennis. La surface devient intelligente et collecte des informations en temps réel. Position des joueurs, force de leur appui, impact de la balle, le nombre de pas effectués, la vitesse de course, le nombre de kilomètres, etc. Le cours est transformé en un terrain de jeu interactif, rempli de nouvelles possibilités. Les applications sont nombreuses, statistiques, arbitrage virtuel ou automatique, coaching, défis interactifs entre joueurs, partage social, suivi des performances, classement, etc.
Les améliorations technologiques peuvent simuler l'activité physique du tennis. Dans ce cas, l'e-tennis s'assimilera au tennis sans les inconvénients et les contraintes, comme les distances des tournois, l'attente entre deux matchs, la planification des matchs, etc. On peut alors définir l'e-tennis idéal. Il serait un terrain connecté ou une plateforme de mobilité avec un casque VR holographique, une raquette connectée, un adversaire holographique que l'on pourrait choisir parmi les champions actuels, anciens, ou joueurs créés de toutes pièces. Les balles seraient virtuelles ou de vraies balles envoyées par un lance-balles très performant connecté à l'ordinateur. La force, les effets reproduiraient les coups de l'adversaire. L'utilisation du matériel doit être intuitive. Faire oublier la technologie pour laisser place au jeu. C'est pour cela que les lunettes doivent être miniaturisées et la raquette doit rendre les mêmes sensations qu'une vraie. Si le chronomètre peut partager Spitz, Phelps ou Lewis de Bolt, nous ne pouvons pas dire qui de Rod Laver ou de Roger Federer aurait gagné le plus souvent dans leur face-à-face. Pour cela, il suffirait d'analyser tous les matchs de Rod Laver, de renseigner comment, face à une balle placée à tel endroit, en fonction du placement de l'adversaire, quel coup il jouait. C'est un travail colossal d'analyse que pourraient réaliser les calculateurs, comme le fait déjà le logiciel Mojo relié à des caméras. De plus, il faudrait tenir compte de l'avancée technique des raquettes pour que Rod Laver joue avec les mêmes moyens que Federer. Pour l'instant, c'est peut-être un simple rêve de ma part. Mais demain, nous sommes bien ici dans la prospective, nous pouvons rêver. Voir Federer et Nadal en double contre les avatars de Rod Laver et John Newcombe serait vendeur. L'holographie pourrait ressusciter l'ancien champion. Ce type de spectacle peut prendre deux formes. Premièrement, les spectateurs sont autour d'un vrai terrain et l'hologramme est projeté de manière à obtenir la configuration d'un vrai match de tennis. Ou bien, l'hologramme n'est pas visible sur le terrain par le public, mais les spectateurs suivent le match avec de casques VR ou sur écran géant. Ceci est presque réalisable. Il existe des boîtes à hologrammes, des cabines à hologrammes dans lesquelles peuvent apparaître des personnages. On peut imaginer quelque chose de beaucoup plus grand. Le ministère hésite à reconnaître l'e-sport comme un véritable sport. Mais un premier pas fut franchi. Le 1er juillet 2017, le décret relatif au statut des joueurs professionnels salariés de jeux vidéo entre en application. Comme le souligne Nicolas Besson, spécialiste du e-sport, en France, malgré de nombreuses tentatives, dont la dernière officielle date de fin novembre 2015, à la suite de l'E-Sport Summit, les acteurs du sport électronique n'ont jamais réussi à faire reconnaître leur instance dirigeante par le ministère des Sports. Alors à quand une reconnaissance de la FFT si un jour l'e-sport se développe? Cette reconnaissance serait rapide. S'il est possible de rattacher de nombreux joueurs par une licence FFT, comme cela est fait avec le beach tennis, la courte paume et le paddle. Même si les fédérations sont séparées, il y a un intérêt à marcher main dans la main. La FFT ne laissera pas une pratique lui échapper et devenir ce que Pascal Borde nomme un parasport. Si le e-tennis est bien conçu, il va plaire et il va par conséquent attirer les joueurs. En 2015, Jean-Pierre Dartevel, vice-président délégué chargé de la DTN et de la compétition nationale et internationale, pense que d'abord, il faut ouvrir les portes. Notre fédération doit s'adapter aux nouvelles formes de pratiques souhaitées par beaucoup de nos adhérents. Jean-Pierre Dartevel émet l'hypothèse que le paddle peut aider le tennis à se développer davantage. Quand on voit l'engouement qu'il suscite en Europe, et en particulier chez nos voisins espagnols, il aurait été irresponsable de ne pas nous intéresser au paddle, afin qu'il devienne un atout de développement de nos clubs. Effectivement, il serait inopportun de s'éloigner d'un sport avec un tel potentiel de développement. Ce qui semble important pour la FFT, c'est de licencier les pratiquants pour bénéficier de subventions encore plus importantes de la part des collectivités. La FFT cherche à institutionnaliser les pratiques. La même chose va se passer si le e-tennis progresse en termes de pratiquants
mais aussi technologiquement. La FFT n'est pas une structure qui reste sur ses positions. L'innovation ne lui a jamais fait peur. À nouveau, Jean-Pierre Dartevel, je cite, « Nous travaillons sur des pistes innovantes et créatives, susceptibles de faire bouger les lignes. L'idée de permettre à des structures habilitées, agréées par la FFT, de délivrer la licence est un signe fort. L'e-tennis peut compléter les activités comme le tennis, le paddle ou le beach tennis. Les clubs pourraient licencier des pratiquants d'une ou de toutes ces activités. D'ailleurs, Jean-Pierre Dartevel, en parlant du paddle, fait probablement un appel sur d'autres activités. Pour lui, le paddle va dynamiser les clubs affiliés qui souhaiteront proposer une nouvelle offre à leurs adhérents et diversifier les activités au sein du club est un vrai enjeu pour l'avenir. Bon, des nouvelles activités pour une fédération structurée, organisée et bien administrée, avec de nombreux permanents sur l'ensemble du territoire, comme le tennis, n'effraient pas les dirigeants du tennis français. Fabien Boudet, directeur de la vie fédérale en 2015, a le même avis que Jean-Pierre Dartevel. Par exemple, la FFT, dans les clubs de tennis affiliés, construit des terrains de paddle. Il compare la construction des terrains de paddle à celle des terrains de tennis dans les années 1980, ce qui provoqua une augmentation fulgurante du nombre de licenciés. Pour le beach tennis, c'est en 2006 que la Fédération internationale de tennis a établi les règles. L'ITF est aujourd'hui l'entité de référence pour le beach tennis au niveau mondial et de ce fait régit les fédérations nationales de tennis qui en organisent la pratique. Cette nouvelle discipline devient alors un axe de développement de la pratique du tennis au sein de la FFT. Pour conclure, des jeux plus immersifs se développent grâce à la réalité virtuelle et quelques autres interfaces. Mais ceux-ci ne sont qu'à l'état d'essai ou encore de recherche. Un sport comme le tennis est déjà investi par le jeu vidéo depuis ses débuts. Mais il n'a pas atteint le degré de popularité du football ou de la Formule 1. Pourtant, nous pensons à d'importantes possibilités de développement. La réalité de l'environnement du match, mais surtout l'immersion sur le terrain, le contrôle de la balle et le ressenti des frappes peuvent être améliorés comme nous l'avons vu. Certains pratiquants qui recherchent en plus une activité physique dans le jeu pourront se dépenser autant que sur un vrai terrain grâce à une sorte de tapis de course ou un terrain interactif. Pour l'instant, le jeu vidéo de tennis n'a pas intéressé le giron de la FFT. Seules des techniques d'imagerie pointues pour l'analyse des coups ou pour des statistiques de match ont de l'intérêt. Mais nous pensons, je pense, que d'ici 10 ans, des matchs virtuels auront lieu et que l'activité motrice sera similaire au tennis, plus attractive encore et sans les contraintes. Une association internationale et fédérale de e-tennis verra le jour. La FFT, comme elle l'a fait pour la courte paume, pour le beach tennis ou pour le padel, prendra le e-sport, prendra le e-tennis sous tutelle. Car ce sport est source de licenciés et de profits.